Excel m'a permis d'avoir un visa en Australie. J'étais payé $50 de l'heure à faire des Excel avec ma best life en Australie. Tu passes 20 heures dans ta vie, tu l'apprends, et même 15 heures, tu deviens bon. Moi, ça a changé ma vie, clairement. Et là, je vous peux faire un pitch, ça a été le cas. Et les gens ne passent pas ces 15 heures-là ou ne voient pas l'importance ou peut-être se remettent pas en question. Mais si tu es 5% meilleur, c'est ultra rentable. Je vais accepter d'être payé 40% de moins parce que j'ai été beaucoup moins payé que dans les grands cabinets de conseil. Mais pour un projet de cœur qui me fait kiffer, je dis, j'adore le décathlon, j'adore le sport. En plus, le projet, je vais apprendre de ouf avec eux. Salut les amis, aujourd'hui je vous partage un podcast qu'on a enregistré avec Hugo et Clément sur comment trouver sa place dans le monde industriel, dans la supply chain, les carrières, les parcours, les compétences stratégiques. Vous allez voir, c'est une discussion qui est super relax, sans tabou, sans filtre, avec pas mal d'anecdotes, de conseils et d'astuces que vous pouvez probablement aussi appliquer pour votre carrière. Donc encore une fois, merci à Hugo et Clément pour cette discussion super sympa. Merci à Linkus pour la production. Et vous avez tous les détails sous la vidéo pour aussi découvrir leur nouvelle chaîne. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Sphère Indus, toujours accompagné d'Hugo. Aujourd'hui, top invité, Édouard Thielleux, fondateur d'ABC Supply Chain, grand créateur de contenu sur le monde de la supply. Je pense que si vous vous êtes déjà posé des questions sur la supply chain, vous êtes probablement tombé sur l'une de ses pages, sur l'une de ses vidéos. Et aujourd'hui, on va parler de plein de choses intéressantes. On va parler de son parcours en supply chain, finalement, comment est-ce qu'il est tombé dedans, son expérience dans les grands groupes et notamment chez Decathlon. Je crois qu'Edouard, tu as plein de belles anecdotes, notamment avec le MIT. On va parler également de compétences, les compétences essentielles lorsqu'on travaille en supply chain, du parcours, de son avis sur les différents parcours possibles en supply chain. Et puis, on parlera aussi de quête de sens, de finalement comment trouver sa place, comment être heureux dans ses activités, dans son travail. Et puis, on parlera un peu d'ABC Supply Chain et des projets futurs. Bienvenue, Edouard, dans ce nouvel épisode. Super, merci de m'accueillir. Ravi d'être avec vous. On avait discuté avant et je pense que ça va être un épisode très sympa. Et je vous disais avant, la première fois que vous m'avez contacté, vous m'avez dit que vous voulez faire un podcast sur la supply chain. Et moi, je vous ai répondu, mais j'écoute pas de podcast en supply chain et opération parce que souvent, c'est assez technique. Et moi, en fait, si j'ai répondu à cet appel, c'est déjà, j'adore ce que vous faites aussi. Et je voulais surtout parler des histoires et des aventures et des voyages qui sont derrière tous nos métiers du monde industriel, des opérations. Et donc l'idée de ce podcast, c'est vraiment de retirer le masque et d'aller voir ce qui se passe derrière, de vous parler de toutes les questions, des doutes que j'ai eus dans ma carrière et que je me pose encore aujourd'hui, de parler un peu des moments clés, parce que je pense qu'on a tous des moments clés. C'est pas que une question d'être bon dans ce qu'on fait, mais il y a certaines vagues qu'il faut aller attraper, comme celle qui est derrière. Et voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de raconter des parcours et des aventures derrière nos métiers qui peuvent être passionnants. Et je vous parlerai aussi, pour ceux qui veulent jusqu'au bout, j'ai quelques livres qui ont changé ma vie, donc on en parlera peut-être. Je les placerai peut-être pendant ce podcast si on a le temps. J'ai l'impression qu'il va être long. Ouais, ça va être un peu long. Et on mettra tous les liens dans la rediffusion, dans les replays, etc. On mettra les liens des bouquins pour tous ceux qui veulent aller voir ce que ça donne. Parce que je pense qu'il y a pas mal d'inspiration à avoir avec tous ces livres. Super. Allez, on est parti. Ouais, on est parti. En tout cas, moi, je voulais faire mon petit mot de départ parce que je suis super content, moi, de faire cette émission avec toi parce que c'est, comme l'a introduit Clément, j'ai démarré, moi, le monde Indus avec tes vidéos et avec ton blog sur ABC Supply Chain. Quand j'avais des questions, je savais pas quoi faire, j'allais regarder sur ton blog. Et en fait, t'avoir aujourd'hui, c'est vraiment je suis vraiment très content parce que c'est revoir un peu ton parcours. Ça m'a quand même pas mal inspiré. C'est aussi une inspiration dans ce que j'ai pu créer aujourd'hui, comme ce qu'on fait avec Clément, cette création de contenu. Et l'idée, c'est de vulgariser, et t'avoir invité, c'est de permettre aux gens vraiment de comprendre comment aujourd'hui on peut évoluer dans le monde de la supply et pour rendre les trucs un peu plus sexy que ce monde grisâtre que peut être le monde industriel. Donc c'était l'idée, quoi. Sexy, je sais pas, mais fun. Tu vois, je pense qu'on est dans des mondes très sérieux. Il y a beaucoup de stress et moi j'en ai beaucoup vécu. Je vous parlerai. J'ai fait un burn-out moi-même en 2018. C'était assez dur.
Et donc je pense qu'aussi avec des contenus comme ceux que vous faites ou ceux que je fais, mais l'idée c'est déjà d'apporter peut-être une note un peu plus positive, parce qu'il y a des millions, enfin nous dans nos métiers, c'est des centaines de millions de personnes qui se battent tous les jours pour qu'on ait des produits sur notre table, qu'on puisse s'habiller avec. Et donc je pense que c'est bien de rappeler qu'il y a ces centaines de millions de personnes, et il y a beaucoup d'histoires qui sont très sympas, qui sont fun, et ouais, si on peut apporter cette petite touche positive dans ce monde sérieux, on va essayer de le faire comme ça. Et toi, t'es tombé comment dans cet univers-là? Parce que de ce que je sais, c'était pas ce qui t'était prédestiné, la supply à la base. Alors pas du tout. Moi, c'est complètement par hasard. Juste pour faire un tout petit background, je suis français, né à côté de Bordeaux, à Libourne. Moi, depuis tout petit, j'avais quelques modèles. J'en parlais dans le webinaire où vous étiez là. Moi, mes modèles, c'était les sportifs. J'aimais bien Pete Sampras. J'aimais bien Largo Winch, qui était une BD, un milliardaire. je voulais être entrepreneur, milliardaire, tout simplement. Je voulais être aussi surfeur, partir en Australie, comme tu es en train de le faire, Hugo. Mais je voulais surtout explorer. Je pense qu'il y avait un vrai sujet d'explorateur chez moi. Avec quand même des ambitions, vraiment le côté très entrepreneur de sa vie, je pense que c'est vraiment le sujet pour moi. Et t'avais cette fibre depuis toujours, entrepreneur? Ouais, je pense que je l'ai toujours eu. J'ai des parents commerçants qui étaient entrepreneurs, mais avec beaucoup de contraintes du commerce, du retail. Ils bossaient beaucoup, et moi je voulais un peu avoir leurs avantages sans leurs inconvénients, et ils m'ont beaucoup appris sur le contact client, sur d'être aussi indépendant, et c'est vraiment, ils sont partis de zéro, donc ça m'a beaucoup inspiré. Mais j'avais aussi envie d'explorer le monde, tu vois, pas d'aller toujours au même endroit, au même magasin, etc. Et donc c'était un peu ça. Et donc après, je pense que moi j'ai clairement, entre nous, j'ai détesté l'école. J'ai vraiment pas aimé l'école. Par contre, j'étais très bon en mathématiques. Et donc, grâce à ma maman, qui est fort en chiffres, je crois, je pense que j'ai toujours été très à l'aise avec les chiffres. Des bouquins que j'ai lus il y a 20, 30 ans, je me rappelle des chiffres encore aujourd'hui. Donc voilà, je pense que j'avais un don pour aussi analyser, simplifier depuis très longtemps. Et donc, comme j'étais bon en mathématiques, en France, ça passe. Tu peux quand même faire j'étais plutôt, j'étais très bon en maths, et même si t'es pas bon en français, tu fais des fautes sur chaque ligne, c'est pas grave. Malheureusement, parce que je trouve qu'on n'est pas du tout créatif dans nos écoles aujourd'hui, ou à l'époque. Mais c'est très ciblé sur les maths. Enfin, à chaque fois que tu veux évoluer, que tu veux passer d'une classe à l'autre, c'est souvent basé sur les compétences mathématiques, quoi, la logique mathématique. Mais en soi, ça t'apporte aussi beaucoup sur, je pense, l'entrepreneuriat, toi, sur cette logique-là. Comment entreprendre, prendre des bonnes décisions, analytique. Ouais. Alors moi, j'étais très analytique. Je suis toujours un peu trop à un moment. Déjà, j'ai appris quelque chose, c'est écouter l'intuition depuis. Mais en tout cas, par rapport si tu reviens à la question, qu'est-ce que je voulais faire, en gros, moi, tous mes professeurs me disaient, vise les très grandes écoles d'ingénieurs en France parce que t'es bon en mathématiques. Donc voilà. Et puis moi, en gros, je suis arrivé au bac, et en fait, ça m'angoissait de faire 40 heures de maths par semaine en classe préparatoire. Et finalement, la première décision vraiment importante de ma vie, je parle des moments clés, c'est que j'ai pas suivi le conseil de mes professeurs. Mes parents m'ont jamais mis la pression pour faire quoi que ce soit. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. C'est vraiment, j'ai suivi un nouveau programme qui était en gros faire une école de commerce et d'ingénieur à Lille. Donc c'était Centrale Lille et Schema Lille qui ont fusionné sur un programme qui s'appelle l'ITEM, qui existe toujours aujourd'hui, qui permet de faire commerce et ingénieur en même temps. Et moi, c'était nickel parce que je voulais être entrepreneur, donc je voulais tout faire. Moi, mon but, c'était toujours de découvrir, explorer et tout faire. Donc, je suis parti à Lille. J'ai fait ce truc, ce double diplôme qui était super intéressant. Mais je savais toujours pas quoi faire. Et j'avais pas mal de potes qui étaient déjà très entrepreneurs. Mais il y avait un côté en moi. Je pense que j'étais aussi un peu influencé à la mode en 2000. Tu vois, entre 2005 et 2008, la mode c'était les traders. Tu vois, c'était être en finance, gagner beaucoup d'argent. Et puis moi, j'avais le côté analytique, comprendre les marchés, prévoir. Et donc, pas mal de gens autour de moi, brillants en mathématiques, étaient en train d'aller dans cette direction. Et je me suis dit, pourquoi je serais pas trader moi aussi? Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais quand même fait 2 bonnes écoles en France, mais j'avais pas fait les meilleures. Tu vois. Et donc, on a participé à un concours qui s'appelait Winstrat à l'époque, qu'on a gagné devant toutes les grandes écoles françaises. Il y avait plus de 80 écoles, commerce et ingénieurs. Et on a quand même gagné 8 000 € à l'époque. C'était en 2008, donc c'était beaucoup d'argent déjà. Et le sponsor de cet événement, c'était un concours de gestion d'entreprise et de finance, était la Société Générale.
Et donc je dis génial, j'ai gagné le concours, je vais avoir mon poste trader à New York avec eux. Et donc je vais les voir. Et là, je leur dis, voilà, on a gagné. Vous pouvez me donner un petit job ou un stage de césure ou un job de fin d'études en trading, même un truc très simple. Je suis très bon sur Excel. Et là, ils me disent, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, ils ont même pas pris mon CV parce qu'en gros, j'avais pas fait les 3 grandes écoles d'ingénieurs en France pour devenir trader. Et donc, même malgré la preuve on a quand même gagné, tu vois, devant ces grandes écoles, et je respecte toutes ces grandes écoles. C'est pas une question de. Mais voilà, il y a certains métiers en France qui sont encore bloqués sur certains. Sur les diplômes. Sur certains diplômes, on est quand même en France. Moi, la France, c'est le seul pays. J'ai beaucoup voyagé. Je vous parlerai des pays dans lesquels j'ai voyagé après. C'est le rare pays où on me demande encore mon diplôme aujourd'hui quand je vais en France. et donc moi, mon premier rêve entre guillemets d'être trader, fermer le rideau. Et en fait, je me suis un peu retrouvé par hasard. Moi, je devais faire une césure d'1 an à l'étranger, et je me suis retrouvé par hasard en supply chain en Malaisie, dans un groupe industriel allemand. Et j'arrive là-bas un peu par hasard. Mon rêve, c'était d'aller en Australie, mais j'ai pas pu y aller. Je me suis fait planter par Sagem au dernier moment. J'ai pleuré. Bref, je reviendrai sur l'Australie après. Et donc, je me retrouve dans un grand groupe industriel allemand, que tu sais, c'est le genre de les PME allemandes que tu connais pas, mais qui font 3 milliards sur des câbles électriques de cuivre. Donc, je me retrouve là-bas. Et là, c'est une énorme usine de 3000 personnes en Malaisie, à côté de Kuala Lumpur. Et je me retrouve à faire de la gestion de stock. En gros, tu dis, c'est les Allemands, c'est carré. Et puis, tu te rends compte qu'ils ont un ERP, Microsoft Navision, qu'ils utilisent à peine, et ils font tout sur Excel. Ils font 3 milliards. Et là, mon premier truc en supply chain, en fait, ça a été d'optimiser des stocks. Et j'y connaissais rien. Par contre, j'étais bon sur Excel. En fait, je suis devenu très bon sur Excel très rapidement. Parce que j'aime bien créer des trucs optimisés. Et en gros, j'ai optimisé la gestion de stock de cette usine, de cet entrepôt géant dans la jungle à côté de Kuala Lumpur. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, la supply chain, c'est un peu comme la finance, le trading. Tu vas trader des stocks, tu vas trader des produits, tu as énormément de données. Et ce que je kiffais vraiment, c'était que tu es au milieu de tout, en fait. En fait, dans la supply chain, moi, je l'ai pas choisi, je suis arrivé par là, mais c'est ma curiosité qui l'a choisi. Parce qu'en fait, j'étais au milieu de la production, la finance, le produit, la logistique, enfin, tout, quoi. Et donc, t'avais jamais appris la supply avant? T'as appris sur le terrain? T'as eu des cours de logistique supply, même si c'est pas la même chose, je sais, mais t'as eu des cours de supply avant? Moi, j'ai bossé. Alors avant, j'ai eu quelques expériences. J'ai bossé dans une usine de production. J'étais responsable de production. J'ai bossé dans des entrepôts. La nuit ou les week-ends, tu sais, les trucs d'étudiants que tu fais. Pas une grande expérience. J'ai eu des cours à l'école. En France, on est quand même tous des généralistes. On se spécialise en dernière année. Clairement, moi, j'ai pas appris mon métier du tout à l'école. La première chose que t'arrives quand tu arrives dans une boîte, c'est tu fais du Excel ou tu touches un ERP comme SAP par exemple. Et ça, tu l'apprends pas à l'école. Je sais pas pour vous, mais. Non, oui, c'est ça. Ouais, t'apprends pas. Et, donc moi, j'ai pas. Pardon, vas-y. Ouais. Et du coup, tu te retrouves dans cette usine à Kuala Lumpur où tu dois optimiser les stocks. Et comme tu dis, t'as pas forcément de formation supply auparavant. Est-ce que tu as un mentor avec toi qui t'apprend finalement un peu les bases de la gestion de stock, ou c'est toi et Internet qui... Alors, c'est une très bonne question. À l'époque, il n'y avait pas autant de ressources sur Internet. Moi, j'ai vraiment galéré à l'époque. En gros, je fallait juste que je calcule, je devais calculer des commandes d'achat, des stocks de sécurité. C'était quoi le stock optimum pour avoir le bon niveau de service sans avoir trop de surstock? Donc la question, elle est assez simple. La réponse, c'est un peu une grandes questions de ma vie que j'ai accompagné ensuite avec des milliers d'entreprises. C'est quoi le bon stock? C'est quoi le stock juste, tu vois? Et à l'époque, il y avait vraiment pas beaucoup de ressources. Donc, la première chose que j'ai fait, il y avait beaucoup d'Allemands qui avaient fait des doctorats en supply chain, donc j'ai été leur poser des questions. Et j'ai pas eu de réponse. J'ai eu des réponses théoriques, mais pas OK. Mais là, par contre, j'ai 10 000 produits. Là, comment je fais sur Excel là? Explique-moi, parce que le ERP, on peut pas le changer. Ils font tout à la main et il y a des ruptures et des surstocks partout. Donc j'ai pas eu de mentor. J'ai trouvé des bouquins, des vieux bouquins, et j'ai essayé de comprendre un peu les formules, mais souvent il n'y avait pas d'exemple dans les bouquins. Donc en gros, il m'a fallu 8 mois pour créer un fichier Excel.
Clairement, après, c'était une grande difficulté, mais c'est dans cette difficulté que je pense que je me suis démerdé et que j'ai appris. Et derrière, en fait, j'ai beaucoup testé. En fait, j'ai fait beaucoup d'itérations. C'était un peu les débuts du machine learning. En gros, je savais pas trop ce que je faisais, donc je faisais tourner des énormes fichiers, puis je faisais varier les paramètres de 0, 0, 1, et puis je resimulais tout sur un an. Et puis à la fin, j'essayais de voir est-ce que ça avait un meilleur résultat ou pas. Donc c'était vraiment tâtonnant, avec des concepts théoriques que j'essayais d'appliquer. Mais c'était vraiment dur et c'était l'une des premières sources de mon blog ABC Supply Chain, puis de chaîne YouTube et de l'école. C'était de proposer à l'époque, j'y pensais pas, mais en fait, c'était la première graine. C'était de rendre accessibles ces genres de concepts qui sont finalement pas compliqués du tout. Hein. Franchement, à la fin, c'est pas compliqué. Hein. Toi, tu Il faut n'avais pas juste un accès exemple. et c'est ça qui t'a donné le déclic pour ABC, quoi. Derrière, c'est le Pas rendre encore. accessible. Alors non, à l'époque, pas à cette époque-là. Mais ça a été c'était la graine vers ce que c'est aujourd'hui. En fait, moi, ce qui me choque dans ces sujets-là, et là, je parle vraiment supply chain, c'est qu'on est sur une problématique mondiale. Gérer des stocks ou faire des prévisions, tu vois, c'est des trucs mondiaux, mais vraiment, toutes les boîtes ont ces problèmes-là. Et il n'y a pas grand-chose, on ne nous explique pas grand-chose dessus de manière simple. Moi, j'ai galéré. Je pense que tous les auditeurs qui sont de près ou de loin liés à ces problématiques, je pense qu'ils n'ont pas des réponses forcément très claires sur ces sujets-là, alors que les réponses sont pas si compliquées, franchement. Ouais. Donc voilà, au bout de 8 mois, je fais ce petit Excel et à la fin, il y avait 3 personnes qui faisaient des trucs à la main. À la fin, j'appuie sur une macro et puis ça gérait automatiquement. Donc on a eu des super résultats. Je suis retourné en France. Et là, la question, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie après? Il me restait. Donc je me suis spécialisé en supply chain logistique. Je vous avoue que j'ai pas appris mon métier à l'école. Par contre, j'ai un super prof. Il s'appelait Hagen Müller et lui, il était passionné en supply chain et en gestion de stock, justement. Alors, le sujet boring, gestion de stock, le mec. Mais en fait, passionnant. J'ai eu que 8 heures de cours avec lui. Mais ces 8 heures de cours ont changé ma vie. Franchement, parce que je pense que je ne suis pas forcément resté en supply chain derrière. Et il m'a donné vraiment envie d'aller explorer beaucoup plus ces sujets-là. Et donc, derrière, je me suis dit, cool, je vais continuer en supply chain. Je suis partout, c'est un peu au milieu de l'entreprise. Et donc là, c'est la crise économique de 2009. Pour la petite histoire, heureusement que j'ai pas fait trader parce que tous les traders étaient virés à New York avec leur carton. Et moi, j'étais en supply chain. Ouais. Et là, la supply chain, quand c'est les crises économiques, c'est vraiment à la mode. Parce qu'en gros, il y a souvent des problèmes de stock et de coûts. Et on a besoin de gens comme moi pour optimiser les coûts, les stocks. Et en gros, vendre plus avec moi. Donc j'arrive et là, j'ai 2 choix possibles. Tous mes potes des écoles d'ingénieurs font tous la plupart vont vers le consulting. Donc je fais les grands interviews dans les grands cabinets de conseil à Paris. Je suis pris dans plusieurs d'entre eux. C'est ces fameuses interviews d'une journée de mise en situation que vous avez peut-être fait aussi, assez intense et assez stressant. Et donc je suis pris dans ces plusieurs grands cabinets. Mais il y a un truc qui bloque. Je me dis, je vais à la Défense, je prends le RER. Comme toi, Clément. Et là, je me dis, je sais pas, il y a un truc que je sens pas là. Il y a un truc. Et puis de l'autre côté, je rencontre quelqu'un. Moi, j'ai fait mes études à Lille et il y a Decathlon qui est à Lille. Hein, et je rencontre quelqu'un de Decathlon, super sympa en t-shirt. Il me dit, passe au siège Decathlon. Viens discuter avec nous. Et là, j'y vais. Et là, il y a une ambiance mais complètement différente. Tout le monde en t-shirt comme moi aujourd'hui. Le mec qui revient de son sport et tout le monde fait du sport le midi à Decathlon. Moi, j'adore le sport. Hein, c'est un autre sujet, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre le carré professionnel, j'appelle ça le corporate athlete, tu vois, la rigueur que tu peux avoir au sport ou le plaisir et le travail. On en parlera dans un autre épisode ou à la fin. Et en tout cas, voilà, moi, c'est vraiment ressenti l'esprit familial aussi, long terme. Et je fais une petite interview avec lui. Ils avaient des gros problèmes de stock aussi. Et il me commence à me poser des questions. Et j'avais quand même pas mal poussé le truc dans mon expérience en Malaisie. Et en fait, tu vois, d'avoir déjà une expertise. Tu vois, j'avais pas beaucoup d'expérience, mais j'étais bon en gestion de stock. J'étais bon sur Excel. Ces 2 compétences clés en début de carrière, elles m'ont ouvert des portes vraiment incroyables. Parce que tout le monde en a besoin. Toutes les boîtes ont besoin d'Excel. Parce qu'elles ont des ERP, tu connais bien Hugo avec ton métier, qui seront jamais parfaits, qui seront vieux, rigides. Et toutes les boîtes ont des problèmes de gestion de stock. Donc si vous voulez du boulot demain, jeune ou plus âgé, il y aura toujours des métiers, du boulot là-dedans. Et Decathlon, ils étaient super intéressés par ce que j'avais fait. Et ils m'ont dit, Edouard, pourquoi tu viens pas bosser pour nous, quoi?
Et c'est la seule boîte auquel j'ai fait des interviews qui ne m'a posé aucune question sur mes diplômes, même si j'avais des bons diplômes, et j'ai vraiment apprécié le côté hyper humain, et surtout qu'est-ce que tu as fait, et c'est très tourné valeur, mais pas bullshit du tout, vraiment sincère. Et en gros, j'étais... Pardon, vas-y. C'est mon rêve de rentrer chez Decat. Je pense que c'est un de mes rêves. Ouais, j'ai toujours voulu rentrer chez Decat. C'est une boîte, ce côté-là, je pense que je kiffe. C'est le côté sport, cet esprit qu'ils ont, et aussi nature peinture. Moi, je suis pas la défense, costard, cravate. C'est un truc qui me plaît pas. Mais c'est pour ça, cette expérience, elle est. Mais tu vois, je suis content d'avoir fait les entretiens à la Défense. Il y avait une partie de moi, je pense que ça, voilà, t'es au cœur de la France, t'es vraiment au cœur du pouvoir, tu vois. Et puis t'as la petite boîte Decathlon, bon, qui fait 20 milliards aujourd'hui, je pense, hein, mais qui, tu vois, qui se la pète pas, dont personne ne parle, et tout le monde en t-shirt, mais derrière, franchement, donc en gros, c'est pour moi, c'était une famille. Je suis entré dans la famille Decathlon. On dit même dans le Nord, on dit à Decathlon, tu pisses bleu, t'as le sang bleu ou tu pisses bleu. Parce que tu rentres vraiment dans un univers, et en gros, c'est devenu ma famille. Et en gros, ma première mission, elle était incroyable. C'était, mais alors, tu vois, les magasins Decathlon, tous les magasins du monde, ce serait bien d'automatiser leur calcul d'approvisionnement. Tu vois, les temps de 2 secondes ou les balles de tennis, ce serait bien que tu designes un programme qui dit combien il en faut par magasin tous les jours, dans le monde entier, s'il te plaît. Et donc, juste ça. Ok. Alors, il y avait déjà un petit truc qui tournait, mais il pouvait être optimisé. Moi, j'avais 23 ans, et j'ai, putain, c'est une moi, 23 ans. Et de l'autre côté, en fait, tu vois, j'avais le choix entre ça ou d'aller dans des grands cabinets de conseil, faire des projets de transformation, où j'étais un tout petit pion dans un énorme projet, avec pas mal de licenciements derrière, entre nous, hein, et donc je dis pas c'est toujours, on a besoin de transformer les entreprises, mais, et je sentais beaucoup de stress. Je voyais des personnes qui avaient 30 ans, qui physiquement, ils en avaient 45, avec vraiment le stress sur beaucoup de café, beaucoup de cigarettes, etc. Et en fait, moi, je voyais, donc c'est la deuxième, je vais reparler des moments clés dans ma carrière. La première, ça a été de choisir des études qui n'étaient pas recommandées par mes profs de mathématiques. La deuxième, ça a été de dire, je vais accepter d'être payé 40% de moins, parce que j'ai été beaucoup moins payé que dans les grands cabinets de conseil. Mais pour un projet de cœur qui me fait kiffer, j'adore le Decathlon, j'adore le sport. En plus, le projet, je vais apprendre de ouf avec eux. Et j'ai dit, vas-y, banco. Même si dans ma tête, je voulais quitter l'île, je voulais voir d'autres choses, mais et donc voilà, peut-être le message que je peux faire passer à nos auditeurs, c'est regardez pas forcément que le statut du job ou l'argent que vous pouvez avoir, surtout en début de carrière. Je pense que le plus important, c'est la qualité du projet, la qualité des managers. Moi, je resalue Fabien et Romain qui m'ont fait confiance au début, et c'est grâce à eux que je suis rentré chez eux. Voilà, c'était des super managers qui m'ont fait tout de suite, ils m'ont mis une responsabilité incroyable, ils m'ont fait confiance, et puis voilà, et c'était hyper bienveillant. Ils m'ont accompagné pendant des années. Donc voilà, plutôt la qualité des gens que vous allez rejoindre et des projets, plutôt que juste l'argent, qui est bien, qui est important. Et moi, mon erreur, j'ai mal négocié. À Decathlon, j'aurais pu les gratter 5 000 de plus, je l'ai pas fait. C'est pas grave, à la fin, j'ai fini directeur et j'ai gagné 100 000 de plus. Mais n'oubliez pas de négocier toujours ce que vous méritez. Mais voilà, suivez votre cœur plutôt que l'ego ou la tête de temps en temps. Et du coup, tu penses qu'il vaut mieux être spécialiste ou généraliste? Parce qu'on démarre tous généralistes. Comme tu disais, on est tous généralistes à l'école, machin. Et après, tu as cette spécialité quand même en gestion des stocks. Du coup, pour celui qui démarre... C'est une très bonne question, Hugo. C'est une très bonne question. Et moi, en fait, c'est un sujet qui m'a toujours un peu même stressé quand j'étais jeune, parce que tu dis, moi, en fait, me spécialiser, c'est m'engager dans un truc, mais peut-être que je vais changer d'avis après. Moi, j'ai pas envie de faire la gestion de stock toute ma vie. À un moment, je pense qu'il faut arrêter de se poser trop de questions. Moi, ça arrivait un peu par hasard, et je pense que on a tous des formations assez généralistes en France, contrairement aux pays anglo-saxons. Et moi, je trouve qu'à un moment, vous n'allez pas être, j'aime bien, sortie d'école, tu vas pas faire vraiment de la stratégie, tu vois, pour des grosses boîtes comme. T'es à un moment, moi, je trouve que c'est bien de se positionner sur 2-3 compétences clés. Et franchement, maintenant, aujourd'hui, on est en 2024, c'est facile de devenir bon sur des compétences clés. C'est facile, on est vraiment de très nombreux, et j'en fais partie. Moi, en 20 heures, je t'explique comment être un expert en gestion de stock. Franchement, avec des vrais exemples de consultants, de mes exemples, avec 10 000 produits sur Excel. Et je suis pas le seul, il y a plein d'exemples, ça dépend à quel niveau tu veux aller.
Donc moi, je vous conseille à un moment, par rapport à vos stages ou en début de carrière, vous allez toucher certains sujets, dire là en fait, tu vois, gestion de stock, ça peut être la prévision, tu vois, ça peut être c'est les logiciels, je sais plus, c'est quel logiciel que tu fais, Hugo déjà TRS. Voilà, les TRS. Vraiment, tu fais que des TRS ou que du WMS ou Power BI ou moi c'était après par contre, il y a quand même une compétence, on est tous dans le monde industriel que vous devez tous, je pense, être bons. Excel, c'est le langage universel dans le monde industriel, partout. Même si tu es en finance. Donc, soyez bons sur Excel déjà, ça va vous ouvrir plein de portes. Franchement, ça, c'est la base. Et franchement, en 12 heures, 15 heures, tu peux vraiment devenir bon sur Excel. T'as pas besoin de tout apprendre. Donc, soyez tous bons sur Excel déjà, quel que soit votre âge. C'est vraiment incontournable. C'est quoi les bases que tu conseilles sur Excel ? Alors, moi, j'ai même créé ma propre formation là-dessus, mais il y en a plein. Franchement, faites-le avec quelqu'un à qui ça résonne et prenez des exemples. Moi, les sujets les plus importants sur Excel, c'est pas les formules, c'est savoir traiter la donnée. Donc, en gros, calculer, nettoyer les données. Je trouve que c'est hyper important. On a souvent des données qui sont pas fiables qui viennent d'un ERP. Donc, les nettoyer, les transformer. C'est-à-dire que les mettre dans le bon format, les bonnes colonnes, le bon nom. Souvent, tu as un petit trait qui marche pas ou qui bloque la chaîne de caractères. Ensuite, les consolider. C'est-à-dire, imagine, tu as tes ventes, tes stocks, comment les mettre toutes au même endroit pour faire un tableau de bord finalement. Donc, les consolider et sans faire des recherches V dans tous les sens et des contrôles C, contrôle V. Donc, pour moi, il y a un outil pour ça qui est révolutionnaire, qui est ultra simple, qui s'appelle Power Query, qui est en gros la première brique de Power BI, mais tu n'as pas besoin d'utiliser Power BI. Power BI, c'est la visualisation. Là, on rentre un peu dans la technique. Power Query, c'est gratuit. C'est sur tous les Excel du monde. Tu n'as pas besoin de payer un truc supplémentaire. Et en gros, tu peux connecter tous tes fichiers, tous les regrouper sans recherche V, sans rien dans tous les sens. Ça, pour moi, c'est vraiment la base. Et ça, tu peux l'apprendre en quelques heures seulement. Et il y a des centaines de millions de personnes qui continuent à faire des CTRL-C, CTRL-V à la main dans tous les sens pendant toute leur vie et qui perdent des années alors qu'ils pourraient être plus efficaces et rentrer plus tôt. Et en plus, sur Excel, il y a un contenu sur Internet qui est phénoménal. Enfin, je veux dire, tu tapes n'importe quoi, n'importe quel problème que tu as, tu mets sur Excel, et encore plus avec l'intelligence artificielle générative aujourd'hui, GPT ou n'importe laquelle, tu mets ton problème et ça va t'aider et t'accompagner sur la résolution, quoi. Donc, si on revient sur les skills, et je pense que ça là, moi, je reviendrai, Excel m'a permis d'avoir un visa en Australie. J'étais payé $50 de l'heure à faire des Excel avec ma best life en Australie. Donc, et à l'époque, il y avait YouTube, il était déjà là, donc tout le monde pouvait l'apprendre. Mais les gens, en fait, ce qui est fou, c'est que ce genre de compétences, tu passes 20 heures dans ta vie, tu l'apprends, et même 15 heures, tu deviens bon. Moi, ça a changé ma vie, clairement. Et là, je vous peux faire un pitch, ça a été le cas. Et les gens ne passent pas ces 15 heures-là ou ne voient pas l'importance ou peut-être se remettent pas en question. Et moi, je vous invite vraiment à vous remettre en question. Si vous utilisez un outil comme Excel tous les jours, mais si tu es 5% meilleur, c'est ultra rentable. Donc, c'est un peu comme si tu dormais 5% de plus, quoi. Ou mieux. Ouais, bien sûr. En fait, c'est hyper rentable. Donc, si on revient sur ta question initiale des compétences clés, donc moi, c'était Excel, gestion de stock. Prenez des sujets, là, il y a plein de sujets, ça peut être, je sais pas, le Kanban, le Six Sigma, mais faites-le vraiment avant. Et aujourd'hui, vous avez plein de ressources gratuites et payantes. Souvent, les payantes sont mieux structurées, voire avec un diplôme à la fin, qui vous permet aussi de prouver en début de carrière à des entreprises qui peuvent demander des preuves, souvent de ce que vous savez faire. Moi, ce que je recommande aussi, c'est de partager des Excel non confidentiels, des screenshots. Moi, j'envoie des looms en entretien. Des looms, c'est tu enregistres ton écran en message vidéo. Je me dis, regardez ce que je sais faire, je peux aussi faire pour votre boîte. Donc, je vous conseille, plus vous pourrez rassurer les recruteurs sur ce que vous savez faire. Moi, j'avais fait des screenshots à l'époque de Decathlon. J'avais imprimé des visuels, des Excel. Alors, j'avais changé les données pour des raisons de confidentialité. Me dire, mais regardez ce que je peux faire. Je pourrais le refaire avec vous en quelques heures seulement. Donc, concentrez-vous pour revenir sur ta question initiale, concentrez-vous sur des compétences. À un moment, tu es généraliste, mais tu dis j'en fais 2-3 qui sont demandées par le marché. Regardez dans les offres d'emploi, c'est quoi à chaque fois les 5-6 compétences clés qui sont demandées. Demandez même à ChatGPT de screener peut-être 100 offres d'emploi et de dire c'est quoi les 3 compétences clés. Formez-vous là-dessus et pratiquez avec des vrais exemples autour de vous ou pendant la formation si c'est possible. Ou alors avec quelqu'un de votre entourage. Il y a toujours une entreprise dans un entourage que vous pouvez aider. Et après, focalisez-vous là-dessus. En gros, moi, c'était ma porte d'entrée chez Decathlon. C'était Excel, gestion de stock.
Et si je reviens sur ensuite ma mission, il va être long le podcast là. On va continuer. T'inquiète. Non, C'est pas voilà. grave, En tout cas, c'est intéressant, je reviens Edouard. Ok. Non, mais voilà. Moi, je reviens. C'est ensuite, donc, je reviens sur la mission de départ. Je devais automatiser l'approvisionnement de tous les magasins Decathlon avec Fabien et Robin. On était dans l'équipe projet supply chain. Et là, Edouard, ils me disent, Edouard, vas-y, trouve la formule. Ok, trouve la formule. Donc là, qu'est-ce que je fais? Alors, j'essaie de voir ce que j'ai fait. Je dis que c'est quand même un plus gros projet que ce que j'avais fait avant. Et puis là, je vais sur Google, je tape expert supply chain mondial sur Google. Et là, le premier lien, c'est MIT. Tu vois, MIT, très bien. Et donc là, je fais MIT. Je vois qu'ils ont un laboratoire de recherche en supply chain. Je fais, il y a un email, contact. Et là, j'envoie un petit email, mais cette fois, il y a edouard@decathlon.fr ou .com. Je dis, salut, je m'appelle Edouard. Je travaille pour Decathlon. Alors, aux États-Unis, ils ont essayé d'ouvrir 2 fois. C'est une autre histoire, mais c'était pas connu Decathlon encore. Aux États-Unis, c'est l'un des rares pays au monde où Decathlon n'est pas présent aujourd'hui. En tout cas, pas vraiment présent. Alors qu'ils ont des milliers de magasins en Inde, en Chine aujourd'hui. Et donc, j'envoie un petit email et puis le mec, il me répond. Et il dit, mais Decathlon, j'adore Decathlon. Et donc, en fait, le directeur de laboratoire de recherche du MIT s'appelait Jérémy Gallien, que je salue. Et il est français. Parce qu'il y a beaucoup de Français dans la recherche, il y a beaucoup de Français qui sont brillants en mathématiques. Et nos très grandes écoles ont aussi créé des génies dans ces sujets-là. Et donc, Jérémy adore Decathlon. Et il dit, mais c'est génial Decathlon. Et donc, on fait un appel avec lui. Et là, en gros, on se met d'accord sur, en gros, il va me coacher pendant plus de 2 ans pour, en gros, trouver les meilleurs modèles d'approvisionnement et de gestion de stock. Et ensuite, on va avoir des appels très réguliers. Il va me donner ses travaux de recherche qu'il fait avec Zara, avec Amazon. Et donc, je me retrouve avec des documents hyper scientifiques. Et là, ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais fait autant de mathématiques après mes études. C'est que je me retrouve à rappeler un ancien professeur de maths, très jeune. Et là, je lui envoie des papiers. Je dis, là, franchement, faut que tu me rappelles comment on fait ces trucs-là, parce que je comprends la moitié des trucs. Et donc, surtout sur une étude sur Zara, qui est d'ailleurs peut-être publique aujourd'hui, que je pourrais peut-être partager, qui explique comment Zara a optimisé ses stocks avec un travaux de recherche hyper complet, mais ils ont même utilisé la psychologie humaine sur les tailles que tu dois mettre en magasin, etc. Donc ça pourrait être le sujet d'un podcast à part entière. Et donc je me retrouve à faire plein de maths et plein de simulations sur quand même une entreprise qui a plus de 30 000, 40 000 produits en fait, si tu croises les données, tu te trouves avec des millions de lignes. Et donc à l'époque, on n'avait pas encore le cloud ou le machine learning comme aujourd'hui. Et donc moi, j'avais créé des outils sur Access en Visual Basic et je faisais tourner des différents modèles. Donc Decathlon m'avait donné 6 ou 7 ordinateurs unité centrale que je faisais tourner la nuit et je faisais varier les petits paramètres et je revenais le matin et puis je dis ce modèle c'est celui qui marche le mieux et puis on repartait de là, etc. Donc ça c'était le début du projet où j'ai énormément appris. Je vais vous la faire très courte. J'ai testé peut-être 40-50 différents modèles avec des milliers de paramètres différents. La conclusion de tout ça, c'est que c'est pas les modèles les plus compliqués qui marchent le mieux. Okay. C'est des modèles très simples. Donc ça sert à rien d'aller chercher trop compliqué, ça sert à rien. Moi j'ai refait tout le reversing donc avec l'origine mathématique, etc. Mais en fait je parle des gens concrets dans l'opérationnel. Ça sert à rien de tout réinventer. Trouvez une personne qui vous dit c'est comme ça qu'on fait avec un exemple et vous faites pareil. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce que j'ai fait. Et en plus aujourd'hui, tu vois, j'ai même pas Power Query à l'époque. J'aurais pu simuler tout sur un Power Query sur 10 millions de lignes sur Excel, ça passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est tellement plus facile et ne cherchez pas le pourquoi du comment, mais cherchez juste un bon exemple et quelqu'un qui vous dit comment faire et vous répétez. Et donc derrière, on a implémenté le projet. Et j'ai pu voyager dans 30 pays différents avec Decathlon pour expliquer le projet. Donc c'est toute la partie transformation. Donc j'ai un peu parcouru le monde grâce à Decathlon. Et Excel. Et Excel. Alors après, j'ai fait beaucoup de simulations. Pour moi, l'Excel, c'est un peu ton Lego, quoi. Pour moi, c'est ton prototype que tu fais. Et ensuite, bien sûr, on est sur l'entreprise mondiale. Donc, la deuxième partie, si tu es un chef de projet, moi, j'étais un chef de projet. En fait, tu le testes, tu vois que ça marche. Et ensuite, tu l'implémentes tu fais une mise à jour de ton ERP avec des développements spécifiques. Et donc, on a fait toute la transformation derrière qui m'a permis de voyager et de renforcer mon expertise. En gros, je suis devenu très visible chez Decathlon, d'abord sur ce projet-là. Ensuite, ils m'ont demandé de faire pareil avec leurs 45 entrepôts.
Donc j'ai automatisé avec Bertrand de Monodière, que je salue aussi. On a mis en place le même projet pour simplifier la distribution automatique de l'ensemble de nos entrepôts. Et ensuite, j'ai mis en place beaucoup de reporting pour la boîte, donc piloting, reporting, pour piloter les activités, parce que chaque business unit, chaque marque Decathlon, Quechua, Tribord avait des outils différents. Et en gros, comme j'étais bon sur Excel et avec les données, ils sont venus me voir. Ils ont dit, Edouard, tu veux pas tout simplifier, faire un tableau de bord unique pour l'ensemble de la supply chain et de la finance? Et c'est une grosse boîte, Decathlon. Et donc, je me suis retrouvé à être extrêmement visible dans la boîte parce que j'étais un peu, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils me voyaient, un peu on a essayé sur des outils BI très complexes, BI, donc Business Object, etc. Ça marchait pas bien et en gros, à la fin, j'ai créé un méga Excel automatique et je l'ai implémenté un peu partout. Et en gros, une fois que j'étais... Donc là, il y a une troisième compétence qui est l'analytics. En gros, c'est la capacité à analyser des données et à créer aussi des tableaux de bord qui décident pour prendre des décisions très rapidement. Ça, quel que soit votre métier, c'est un sujet hyper important. Donc les analytics, les KPI. Et ces compétences-là m'ont permis d'être extrêmement visible à Decathlon et de devenir un potentiel chez eux et de pouvoir en gros avoir énormément de portes qui s'ouvrent. Parce que en fait, j'étais très connu des comités de direction parce que c'est moi qui avait créé les outils pour eux. Donc, j'étais pas manager, j'étais un expert, mais en gros, je les voyais tout le temps parce que je créais des outils pour eux et je simplifiais la vie pour eux et pour leurs équipes. Moi, ce qui est beau dans ces métiers-là, c'est qu'on simplifie la vie des gens. La personne, elle mettait 3 semaines à lancer un rapport et maintenant, elle l'avait en 1 minute. Donc ça, je trouve que c'est des beaux métiers. On est des simplificateurs. Un facilitateur. C'est sûr. Et si vous voulez être visible dans les boîtes, c'est un conseil que je peux vous donner. Vous avez un métier peut-être opérationnel, de créer un petit outil Excel ou de mettre un petit outil n'importe lequel que soit. À partir du moment où vous simplifiez, vous automatisez la vie des gens, vous devenez visible. Ensuite, vous avez une phase de formation où vous allez connaître plein de gens et derrière, ça va probablement vous créer vous aussi plein d'opportunités. Et le VBA, tu le conseilles? Alors moi, le VBA. Alors aujourd'hui, Power Query pour moi sur Excel, je pense que Power Query, vous pouvez l'apprendre en 2 heures. Franchement, 2 heures dans votre vie. Et c'est beaucoup plus puissant. Ça va remplacer 90% des fonctionnalités du VBA. Le VBA aujourd'hui, j'utilise quasiment plus, sachant que c'est toujours bien d'avoir des notions. Moi, je suis content en école d'ingénieur, c'est que j'ai appris quand même à coder. Je trouve que c'est bien d'avoir des notions de base en développement, en codage. Parce que derrière, maintenant, avec ChatGPT ou Copilot sur Microsoft, si tu comprends à peu près le code, tu peux toujours te débrouiller. Mais je trouve que c'est important d'avoir je suis sûr qu'il y a même des mini tutos sur comment apprendre à coder. Et Visual Basic, c'est un bon exemple parce que comme c'est connecté sur Excel, tu peux l'appliquer sur ton quotidien. Mais aujourd'hui, s'il y a un truc à apprendre, c'est Power Query. Franchement, ça prend vraiment quelques heures. Et vous le connaissez, Clément Hugo? Power Query, ouais. Ouais, Power Query, je connais. Okay, moi, ce que je retiens aussi, juste pour finir sur cette histoire, ce que je retiens aussi, c'est que t'as tenté avec la personne du MIT, j'ai oublié son nom, mais peut-être que c'est Jeremy. Ça aussi le conseil, c'est que quand on est jeune et pas jeune finalement, c'est de pas hésiter à tenter et finalement peut-être que si tu l'avais pas contacté, il se serait pas passé toutes ces choses-là. Et donc, je trouve ça fou à quel point une rencontre peut changer, peut te créer un chemin qui est aussi intéressant. Oui, mais d'ailleurs, c'est vous, je vous connais pas, vous m'avez, je sais plus lequel des deux m'a contacté en premier. Alors, je crois qu'on t'a contacté tous les deux, je crois que c'est Clément qui a commencé et j'ai fait après, ouais. Ah, c'est marrant. Et voilà, et en fait, je vous avoue, moi, je reçois énormément de contacts, et je remercie Fanny qui est au support avec moi, et Ancora, parce j'ai beaucoup de gens qui me demandent qu'on corrige leur thèse, jusqu'à des directeurs qui... Non, mais c'est vrai, j'ai vraiment un spectre. Quand tu fais du YouTube, t'as un spectre des gens de Madagascar, de Dubaï, de machin. Mais à un moment, la façon dont vous l'avez tourné, et puis en fait, c'est con, j'avais déjà vu un ou deux posts sur vous. J'ai dit, mais j'aime bien leur esprit, etc. Et ça faisait pas commercial, justement. Donc moi, j'aime bien ce que tu dis, Clément, c'est franchement tenter et personnaliser vraiment. Moi, je reçois, franchement, chaque semaine, énormément de messages. C'est du contrôle, c'est copier-coller de je cherche une opportunité ou est-ce que tu peux m'aider? Et on est quand même dans une économie, on est dans l'économie de l'attention maintenant. Donc, si vous ne faites pas un peu de personnalisation dans ce que vous faites, faites moins mais mieux. Très vrai. Et pour apprendre tout ça,
moi, j'aimerais bien, je vais donner un petit tips. Une plateforme que j'aime beaucoup, c'est Open Classroom, qui est génial. Si vous voulez apprendre les bases Excel, code, même Supply, ils ont des modules Supply. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout avec Open Classroom. C'est une plateforme qui est super, c'est gratuit. Vous pouvez vous former gratuitement en quelques heures avec différents niveaux, débutants, intermédiaires, experts, entre guillemets. Et ça vous permet d'avoir les premiers pas dans ces domaines-là et d'avoir les premières affinités, quoi. Et de comprendre ce qui vous entoure. Je pense qu'ils sont connus d'ailleurs en code, en développement. Ils ont vraiment démarré par le développage informatique. Je pense qu'ils ont des cours sur le code qui sont assez intéressants. Code, VBA, Excel, à balle. Vraiment, vraiment beaucoup là-dessus. Ouais. Et il y a plein de YouTube. Moi d'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube aussi où je partage beaucoup d'Excel si vous voulez tester aussi. Et mais ouais, carrément. De toute façon, à la fin, en fait, je pense que l'enjeu de se former aujourd'hui, il est plus sur déjà être clair sur sur quoi tu veux te former. C'est un peu, les gens sont un peu perdus, et après c'est aller au bout des choses. Et je trouve qu'on est dans un monde aujourd'hui où les gens veulent tout rapidement. Par contre, ils sont pas prêts à mettre les 5 ou 10 heures qu'il faut, parce que voilà, la vie c'est compliqué, et puis on passe quand même 6 heures par jour sur notre écran à faire des réseaux sociaux, Netflix, à scroller. Non, mais c'est une addiction. La dopamine. Moi, je suis obligé de faire des phases sans téléphone de plusieurs semaines où je n'ai pas mon téléphone. T'as fait une digital detox, non, récemment? J'en fais une par trimestre, et j'en fais de 2-3 jours où j'ai pas mon téléphone. Et j'en fais une longue de 1 semaine à 10 jours, une fois par an, où là je vais dans une cabine dans la forêt, sans technologie, sans électricité si possible. Là j'en ai fait une au Mexique il y a 3 mois. Ok, c'est incroyable. Non, mais en fait, franchement, c'est une addiction. C'est pire que le sucre. C'est pire que le sucre. Donc, tous dedans. On est tous dedans, et je pense c'est pour moi, et en fait, pour moi, ce qui fait une différence. Donc, on parlait, si je reviens, on essaie d'avoir un fil conducteur, se concentrer sur une ou deux compétences clés. Non, mais c'est important, parce qu'en fait, on disait, commencez par quelque chose où vous sentez une affinité, focalisez-vous sur 2-3 compétences clés. Et à un moment, aller au bout, quoi. En fait, je vois, il y a un vrai défi dans se former, c'est que les gens démarrent, ah oui, j'ai envie, puis au bout d'1 heure, j'arrête. Et donc, aller au bout des choses. Et franchement, une des principales qualités que je vois, c'est le focus, se concentrer, tu vas au bout des choses. Il y a cette courbe, je sais pas comment elle s'appelle, peut-être que vous connaissez, mais il y a ce truc de, quand t'apprends, d'un coup, t'as l'impression d'être expert. Genre, tu connais tout sur le sujet. Tu montes, elle a un nom, cette courbe. Et à un moment, t'arrives à un truc où tu dis, ah ouais, en fait, c'est pas si simple. Et là, en fait, tu connais rien, en fait. Tu connais la base. Et quand il faut mettre le pas de plus, cette énergie supplémentaire pour aller apprendre le sujet de manière un peu plus profonde, c'est là où les gens, ils arrêtent. Et du coup, ça reste superficiel, et ils mettent pas cette énergie supplémentaire, quoi. Ouais, mais moi, je la trouve intéressante. Pardon, vas-y. Non, je t'en prie. Ouais, je la trouve hyper intéressante. Ça rejoint ce que dit Hugo, mais cette idée de focus et de c'est mon ressenti, mais plus je discute avec des gens qui ont réussi, dans le sens où qui ont réussi à avoir des bons postes ou à atteindre du moins leurs objectifs, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé, mais pas forcément beaucoup plus que d'autres. Mais en fait, ils se sont concentrés sur des choses précises, et ils sont allés au bout des choses. En tout cas, ils ont essayé de le masteriser. Donc, c'est peut-être le petit conseil, comme tu dis, c'est de choisir quelques petites... One thing. Ouais. C'est l'effet Dunning-Kruger. Je l'ai. L'effet Dunning-Kruger. Okay. C'était cet effet-là, si vous voulez regarder l'effet Dunning-Kruger. J'allais le faire chercher. C'est intéressant. Et donc le one thing, tu vois, en fait, tu peux faire plein de things dans ta life, mais à un moment, tu les fais one by one, tu vois. Et le multitask, c'est sympa, mais à un moment, si t'es moyen partout, et moi, donc si je reviens sur mon histoire personnelle, je suis devenu référent mondial supply chain sur quelques compétences, gestion de stock, analytique, Excel, chef de projet, mais c'était vraiment autour de ces compétences-là. Et la prévision aussi, la prévision est très importante, encore plus aujourd'hui, avec l'incertitude mondiale. Et à un moment, après, en fait, quand t'es bon dans 3-4 sujets qui sont demandés, après, t'es libre. En fait, c'est important, c'est quand t'es bon sur les compétences recherchées, tu fais ce que tu veux. Tu peux être à ton compte comme tu l'es aujourd'hui, Hugo. Tu peux, moi, en fait, à Decathlon, en gros, je leur ai dit, maintenant, je veux faire autre chose, je veux pas faire les mêmes projets pendant 30 ans. Et en gros, je pouvais faire ce que je voulais. Et ils m'ont proposé plusieurs opportunités.
En gros, c'était soit, alors je voulais toujours créer ma boîte. Donc d'abord, j'ai failli rentrer dans l'incubateur Decathlon, mais ils l'ont fermé, donc finalement ils se sont reconcentrés que sur Decathlon. Et à la fin, j'ai dit, j'aimerais bien partir à l'étranger. Ils m'ont proposé plusieurs pays. Et j'ai été expatrié à 27 ans. J'étais un des plus jeunes expatriés du groupe parce que j'avais des compétences recherchées. Et que ils m'ont proposé la Russie et le Brésil. J'ai choisi le Brésil et je suis parti au Brésil pendant 3 ans. Mais c'est grâce à ces compétences parce que j'étais référent et que j'avais bien sûr aussi délivré des résultats conséquents par rapport à ça. Et je me demande, parce que du coup, tu parles beaucoup de voyages. T'es parti Kuala Lumpur, Australie, Brésil, Mexique, enfin, Portugal aujourd'hui. Et en fait, est-ce que cette mixité culturelle, elle t'a pas aidé aussi à monter en compétences? C'est-à-dire à voir ce qui se passe ailleurs, à apprendre de nouvelles compétences et une nouvelle philosophie de technique dans un pays étranger et ramener cette compétence-là en France sur des sujets plus locaux? Alors moi, ramener en France, moi ça fait 12 ans que je vis plus en France, Oui. donc je l'ai pas ramené. Je l'ai ramené sur YouTube, sur des projets, sur des gens francophone. qui te contactent aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont te contacter pour se former, et ces compétences que tu as à l'extérieur, ça aide les gens d'aujourd'hui. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des compétences clés, mais de changer de terrain de jeu. C'est-à-dire de changer d'équipe, d'industrie, de pays. Et donc en fait, je pense que plus tu t'apprends à t'adapter. En fait, pour moi. Après, j'ai une curiosité assez addictive aussi. Je m'ennuie quand c'est toujours la même chose. Donc, c'est peut-être aussi, c'est un drive aussi pour moi. Mais en gros, je pense que la diversité en général, de voir des gens différents, de faire des projets différents, de voyager. Donc, moi, tu vois, j'ai fait Brésil puis Australie. J'ai aussi fait un an de congé sabbatique. Qui était ma première YouTube channel, qui s'appelle Congé sabbatique. Donc voilà, je pense que la variété des missions et des projets, et si tu fais ton métier toute ta vie au même endroit avec les mêmes gens, t'es moins stimulé. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, je vois un client ou une entreprise, effectivement, j'en ai vu 10 000, donc peut-être, j'en sais pas c'est 10 000, mais peut-être au moins 3 4 000. Donc c'est plus facile de connecter t'en as forcément un similaire. Je suis curieux de connaître un peu quelle différence tu as vu entre tous ces pays du point de vue travail. Est-ce que les différents, on va arriver au Brésil. Ouais. C'est une bonne question. Ce qui est marrant, tu vois, moi, le Brésil, donc j'arrive au Brésil là-bas, et donc j'étais un peu le référent en supply chain. On était en pleine expansion, etc. Je sais pas combien de temps il nous reste, mais tu nous diras après. On est qu'au début de l'histoire, mais on fera pas tout aujourd'hui. Dans les différences, ce qui m'a choqué au Brésil, tu vois, en France, c'est un pays où on a tout. Franchement, le pays, il est magnifique. Hein. La nourriture, les paysages. Et on est quand même, on est toujours à se plaindre en fait. Tu vois. Et là, je vais dans des clichés, mais on se plaint et t'arrives là-bas et les gens au bureau, tout le monde se fait des câlins, tu vois. Tout le monde se fait des câlins, tout le monde sourit. Donc il y a une culture. Moi, la culture, elle est beaucoup plus joviale au Brésil. Beaucoup moins, par contre, dans la projection future, les Brésiliens ne se projettent. En fait, ils ont eu des années d'inflation à 300, même 2000%. Donc par exemple, les pays d'Amérique latine sont très on se démerde avec ce qu'on a aujourd'hui, on prévoit pas trop ce qui se passe après le carnaval. Je vais dans les clichés, mais c'est un peu ça. Donc c'est très dur de planifier, surtout quand moi je faisais des planifications d'ouverture entrepôt à 5 ans, compliqué dans un pays où chaque région c'est un pays différent. Donc mes parents ils sont très présents, très joviales, et donc il y a beaucoup la transformation, ils adorent tout est fun, tu vois. Mais par contre, c'est des pays où beaucoup moins de background académique, c'est-à-dire sur des sujets de base, comme les mathématiques ou la côté analytique. Donc, il faut vraiment simplifier encore plus à l'extrême. Donc, si tu me demandes des différences de culture, Amérique latine beaucoup plus vivant, moins planificateur. Ensuite, j'étais après mon congé sabbatique, j'ai pris un congé sabbatique d'1 an qui m'a fait atterrir en Australie, où j'ai commencé, j'avais pas de visa, j'ai commencé à faire des macros Excel avant d'être sponsorisé par une boîte, avant de devenir SNOP manager puis directeur supply chain pour le groupe Coty. Et là, dans les pays anglo-saxons, c'est business is business. Tu vois, il y a un détachement énorme entre la vie perso et vie pro. Chacun fait je trouve que c'est beaucoup plus hiérarchique, vertical, surtout dans les grosses boîtes. C'est chacun fait son truc. Il y a beaucoup moins. Je trouve qu'en France, on est quand même très attaché à sa boîte. On est vraiment, en tout cas dans les boîtes avec lesquelles j'ai bossé,
Voilà, on se plaint, mais on est quand même, on est dedans, tu vois. Alors que les Anglo-Saxons, c'est très séparé. Du jour au lendemain, la moitié du département vraiment, nous, il y a un appartement qui était complètement fermé et viré. Genre personne, c'était business is business, tu vois, normal, tu vois. Froid aussi, tu vois. On se dit, on se serre pas la main en Australie, tu te serres même pas la main le matin. Par contre, ça fait du bien aussi, parce que moi, à un moment, j'étais trop à fond, tu vois. À Decathlon, c'était ma famille. Et c'est bien d'être dans des entreprises aussi, des fois, où tu es un peu plus détaché. Où tu peux vraiment faire la part des choses, que des fois je mélangeais un peu tout aussi, tu vois. Je mélangeais un peu tout. En termes de compétences, j'ai pas été impressionné par les niveaux en général. J'ai pas vu les Américains. Je trouve que ça parle. Je vais beaucoup dans les clichés. Attention, je vais me faire attaquer derrière, mais je trouve que par exemple, les Américains sont très bons pour se présenter. En présentation, les Américains, tu vois, tout ce qui est business meeting, PowerPoint, ils sont incroyables. Par contre, derrière, l'analytique, il est assez faible. Dès qu'on est dans l'analyse de données, les chiffres, c'est rare, ou alors c'est vraiment certains profils spécifiques. Mais je trouve que le background français, on est très bon sur être très factuel, précis. On a des très bons ingénieurs. Les Allemands aussi, d'ailleurs, sont très bons sur ça. Je trouve qu'on a un bon mix. Je trouve que le français, il a un bon mix. C'est juste qu'il se plaint un peu trop. Mais quand tu es dans des métiers comme les nôtres, ils challengent beaucoup les organisations. Donc, nos profils sont très appréciés à l'étranger. Et moi, en tout cas, c'était le Made in France. Et d'ailleurs, moi, je le vois sur YouTube. Donc, j'ai fait un YouTube français. Puis, maintenant, j'ai une chaîne YouTube en anglais. Notre école, maintenant, forme des personnes dans 95 pays. Mais en fait, j'avais un peu une appréhension de mais c'est un Français qui va apprendre aux Américains, aux Indiens. Et en fait, c'est super bien vu. On a ce côté Made in France, carré, avec le petit accent français. Je place toujours un petit croissant dans chaque contenu que je fais. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je trouve que moi j'ai eu un patron indien, j'ai eu un patron malaisien, j'ai eu un patron chinois, j'ai eu un patron brésilien. Donc c'est aussi cool, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Moi je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir cette mixité et je pense que plus tu varies ça, plus t'apprends des choses, quoi. Non mais très clair. Non, je me mets à la place. J'ai certains amis qui cherchent à de nouvelles expériences en VIE et du coup qui hésitent entre plusieurs pays. Donc c'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est parti. Et je pense que c'est important d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Tu vois, découvrir d'autres cultures, d'autres fonctionnements. Et arrêter de t'auto-centrer autour de ce qu'est la France et de ce que tu as appris ici. Souvent, moi je suis de Bordeaux, je vais rester à Bordeaux, je connais que Bordeaux. Non, il y a d'autres choses qui existent, tu vois. Et l'idée de s'ouvrir, ça t'aide. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est la mixité et l'ouverture, c'est hyper important pour te développer. Après, je pense qu'il faut faire attention. Moi, il y a un moment, j'avais un peu ce discours-là aussi. Je pense que chacun sa vie. Il y a des gens qui vont trouver leur vie à rester chez eux et après, ce qui est bien, c'est la mixité. Tu peux aussi l'avoir dans des contenus que tu peux consommer. Tu vois, des podcasts. Moi, j'écoute énormément de podcasts américains ou en Asie. Après, le côté voyage, voilà, moi, j'ai toujours eu cette fibre-là. J'ai des amis qui l'ont pas du tout. Chacun sa vie, en fait. Je respecte. Et ils voyagent un peu avec mes histoires. Et clairement, dans mes voyages, j'avais peut-être aussi une fuite, tu vois, d'aller voir ailleurs. Et à un moment, tu vois, là, pour moi, m'enraciner, faire plus de 3 ans dans un pays, c'est un process. C'est la première fois au Portugal, ça va faire 5 ans. C'est la première fois que je pose vraiment mes valises parce que j'ai trouvé un bon équilibre entre je suis en Europe et je peux quand même aller dans la nature surfer. Et puis surfer aussi, la nature en général, tous les sports de nature. Une petite planche derrière. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut surtout un des messages, c'est si tu as envie d'un truc, fais-le. Et je trouve qu'il y a beaucoup de peur aujourd'hui. Par exemple, moi, quand j'ai pris mon congé sabbatique, tout le monde me disait, Edouard, t'as trop de chance. T'as trop de chance. On se dit, toi aussi tu peux le faire. Et je répondais souvent, toi aussi tu peux le faire. Ah non, tu sais, ma carrière. Ah non, tu sais, j'ai pas l'argent. Ah non, tu sais, là, j'ai un enfant, je peux pas. Et en fait, c'est intéressant parce que mon premier blog, mon deuxième blog, j'en ai fait un d'abord. On pourra refaire un podcast sur vraiment le sujet entrepreneurial. Le plus important, c'est de démarrer avec n'importe quoi. C'est pas le comment, mais ma première chaîne YouTube, elle s'appelle Congé sabbatique. Elle existe toujours aujourd'hui. Je crois. Peut-être que vous allez la relancer avec le podcast. Mais le lien en description. Non, si tu veux. Franchement, la honte, la première vidéo. Bon, bref.
Non, mais en gros, c'est intéressant sur ces peurs, en fait. Je trouve qu'on vit dans une société où c'est comme dire contacter le MIT, en fait. Et je trouve que moi, mon message avec le congé sabbatique, c'était en fait, c'est quoi vraiment la vraie peur? Et tu vois, j'ai pas l'argent pour un congé sabbatique. Déjà, en France, t'as une loi. Donc, si t'as bossé 7 ans, donc 4 ans dans la même boîte, légalement, la boîte est obligée d'accepter dans les 6 prochains mois si tu le demandes. Et elle est obligée de revenir avec un métier équivalent, au moins équivalent à salaire minimum équivalent. Donc déjà, tu es protégé par la loi. Deuxièmement, tu peux aller en Australie, faire du backpacking, vivre ta best life sur la plage, bosser un petit peu et gagner de l'argent. Tu vois. Donc, ou en Asie à $1,000 par mois, tu peux faire des pauses sur tes crédits sur ta maison, et tu peux faire une pause pour un crédit pour 300 € par an. Donc l'histoire de l'argent, c'est une excuse aussi pour pas le faire. En fait, des fois, tu t'inventes des peurs ou des excuses pour pas le faire. Ou pour ta carrière, moi j'ai fait des statistiques, 99,9% des gens ne regrettent pas leur congé sabbatique d'un point de vue professionnel. Moi c'est ce voyage-là qui m'a fait démarrer ma première expérience YouTube, qui derrière a changé ma vie, parce qu'aujourd'hui je vis des formations en ligne grâce à ça, et donc toutes ces peurs qu'on peut avoir mon rêve c'est d'aller en Australie, mon rêve c'est de faire ci, de faire ça. À un moment, le message, c'est franchement, le but, je pense qu'à la fin d'une vie, tu veux pas avoir trop de regrets, et donc au moins essayer, tu vois, et dire allez, au moins j'aurais tenté. Et tu vois, je suis en plein dedans. C'est vraiment ce truc-là, tu vois, de se dire, moi je pars en Australie le 4 septembre, et ce truc les gens te disent ouais, t'as de la chance, tu vas voyager, machin, mais ils se rendent pas compte aussi moi je pars, j'ai rien de prévu, j'ai fait le choix de mettre ma carrière pro de côté pour l'instant. Alors je fais tout ce que je fais aujourd'hui, le contenu, etc. C'est aussi dans mon intérêt. L'idée, c'est de créer un socle un peu que tu as fait avec ABC Supply Chain. Mais partir à l'inconnu, les excuses, les gens, je leur fais la même réflexion. Mais tu peux. Ouais, mais non, je peux pas. J'ai ça. Mais tu peux le faire. Le tout, c'est de prendre vraiment le courage de le faire et de partir et d'aller vivre cette expérience. Moi, j'ai 27 ans. Ok, j'ai encore 30 ans de taf, tu vois. Et si ce n'est plus, j'aurai tout le temps de faire ma carrière derrière. Alors pour moi, il faut pas arrêter. C'est marrant parce que je suis arrivé aussi en septembre en Australie. C'est le meilleur moment pour aller en Australie, mec. Tu as tellement adoré l'Australie. Pour moi, en fait, t'as dit encore 30 ans de boulot. Moi, alors, j'ai pas sorti mes bouquins encore. Là. Je sais pas si vous connaissez le bouquin Finite and Infinite Game. Il y en a plusieurs. Il y en a 2. Il y en a un autre qui s'appelle Infinite Game aussi. Pour moi, le but, c'est pas d'arrêter de bosser. Le but, c'est de continuer à jouer. C'est pas de gagner ou de dire je vais gagner 2 millions, ensuite je vais être à la retraite. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment changé. Je pense que j'ai toujours été dans ce côté-là. C'est aller vraiment vers les sujets qui m'amusent ou qui attisent ma curiosité ou qui me challenge aussi. J'étais dans des sujets très professionnels qui m'ont vraiment challengé. Et je pense que tant que tu continues à suivre ce truc-là et un peu d'aller vraiment creuser mais c'est quoi la vraie peur? Est-ce que c'est une vraie peur ou c'est une excuse pour pas sortir de ta zone de confort? Et je peux vous dire, c'est dur de sortir les zones de confort. Là, hier soir, j'ai joué de la guitare pour la première fois. J'ai chanté devant un groupe de 30 personnes et j'étais terrifié. Mais c'était tellement un kiff après, tu vois, de dire j'ai joué pour la première fois. Moi, je suis pas du tout d'un environnement musical, tu vois. Donc pour moi, j'ai un vrai sujet créateur. Je vais sortir tous mes livres d'un coup. Là, j'ai un bouquin de Greg Pouy qui m'a recommandé Comment devenir un artiste. Et en gros, j'ai un vrai sujet. Maintenant, c'est le créateur au sens large, créer des musiques. Et je suis un peu un imposteur. Moi, j'ai aucun background en musique. Et d'avoir démarré, d'avoir fait cette première étape. Et là, on a un premier concert qu'on va faire en septembre. Mais c'est un kiff total. Tu vois. Et peu importe que je fasse un truc bien. Donc, sur les sujets des peurs ou des carrières ou des métiers, je vois aussi beaucoup de personnes qui n'osent pas postuler pour des jobs à haute responsabilité. En disant, c'est surtout les femmes d'ailleurs dans un métier d'homme qui disent je suis pas encore assez expert, faut encore que je fasse mes preuves. Tu seras jamais 100% prêt. On sera jamais 100% prêt pour faire les next jobs ou pour devenir passer à son compte, par exemple, entrepreneur. Tu me donnes la transition parfaite. Alors attends, là tu vois ce que tu viens de dire. Citation. Attends, je cherche une citation rapide que j'aime beaucoup de Mike Horn. Peut-être que tu la connais. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponse à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponse avant de partir restent sur place. Mais c'est pour ça que j'ai pas créé ma boîte. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir ma boîte, d'être entrepreneur à mon compte, pas un gros truc, vraiment d'être. Et c'est aussi le sujet liberté. Pendant 10 ans, j'ai lu tous les bouquins du monde sur comment créer un business. J'ai rien fait.
J'avais une Evernote, une note avec 1000 idées de business. J'ai rien fait. Et un jour, j'ai lu un bouquin. Je vais sortir tous mes bouquins d'un coup, là, ceux qui sont encore là. Semaine de 4 heures. Il est incroyable. Page 61. Je vais ressortir la page, voilà. 70, voilà. Elle est là, vous la verrez pas, mais c'est pas grave, vous la regarderez. Du bouquin en anglais, en français, je sais pas quelle page c'est. En gros, il te dit, mais tu veux quoi dans ta vie? Il y a trois catégories. Tu veux avoir quoi? Tu veux être quoi? Et tu veux faire quoi? Mais si t'es clair sur ces 3 trucs. Donc lui, il disait, je veux avoir une franchement, il n'y a pas de, je veux avoir une Aston Martin. Alors, c'est pas moi, c'est lui, hein. Je veux avoir une Aston Martin. Je veux avoir un personal assistant. Je veux une full Kendo armor, une armure de je sais pas quoi. Ensuite, je veux être flexible. Je veux être un best-selling author. Je veux être fluente en grec. Et Doing, il veut faire un TV show, il veut visiter la Croatie et il veut avoir une très jolie femme intelligente, etc. Si tu es clair sur ce que tu veux, ensuite, c'est quoi le one step que tu fais aujourd'hui? Et en fait, moi, j'ai lu ce bouquin en 2015 et j'avais 5 objectifs, ce qui pourrait être le sujet d'un autre podcast. Je fais d'ailleurs un workshop sur ce sujet-là en présentiel à Lisbonne de temps en temps. Moi, j'avais 5 objectifs. C'était, je voulais surfer. En fait, je rêvais de surfer, mais je faisais rien. J'y allais 3 fois par an, je galérais à Biarritz ou à Lacano. Je voulais régler mes problèmes de dos, j'ai des gros problèmes de dos. Je voulais savoir jouer de la guitare. Je voulais avoir un business en ligne et je voulais vivre en Australie. C'était mes 5 objectifs en 2015. Et ce qui est important dans cette logique-là, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui sur ces 5-là. Le premier step. Voilà, premier step. Et donc, j'ai booké un camp de surf le même jour. J'ai démarré le yoga pour m'étirer. J'ai démarré le cours de guitare. J'ai prévu un congé sabbatique qui a été 1 an après. Et j'ai créé un premier blog qui s'appelle destinationbrésil.fr, qui a craché, qui existe toujours, mais j'ai vu qu'il est plus trop en ligne en ce moment. Et ces 5 actions-là, très simples, le premier pas, les 5%, c'était même pas 5%, c'était 0,1%, elles ont changé ma vie parce que j'ai fait le premier pas. Et derrière, finalement, je surfe aujourd'hui. Alors, je suis pas un professionnel, hein. La guitare, j'ai abandonné, j'ai repris que cette année, mais j'avais besoin de ce premier pas il y a 10 ans pour le faire, 9 ans. Ouais. J'ai mon business en ligne. Il y avait quoi d'autre? J'ai vécu en Australie pendant 3 ans et c'était quoi le dernier? Je sais plus ce que c'était le dernier. Et j'ai fait le dos, le business en ligne, le surf. Je crois que c'était déjà pas mal. Et du coup, tu as refait l'exercice maintenant que tu as atteint tes objectifs? Alors déjà, après ce que j'ai réalisé, c'est un autre bouquin que je veux sortir tous les bouquins d'un coup. En fait, ce qui est important, c'est pas la destination. Après, moi, j'étais très dans le contrôle et un peu trop attaché aussi au résultat final. Il y a un bouquin, vraiment un grand bouquin que j'ai lu récemment qui s'appelle The Alchemist de Paulo Coelho. Donc beaucoup plus science-fiction, mais en gros, qui parle d'un jeune qui a un rêve d'aller voir les pyramides, etc. Pour moi, ce qui est important, c'est surtout, et au Decathlon, ils en parlent beaucoup aussi dans la culture, ce qui est important, c'est d'avoir un rêve et d'aller dans la bonne direction. Et en fait, quand tu rejoins sur tes 5%, moi, tu vois, cette histoire de business en ligne, j'avais une direction, mais le but en soi, c'était pas juste de faire un business en ligne. J'aurais pu faire du dropshipping et moi, mon but, c'était pas de voler les gens en faisant de l'argent sur Internet. En fait, cette petite graine m'a fait réaliser qu'en fait, derrière, mon vrai truc, c'est l'éducation. En fait, ça me fait kiffer. Ça me vraiment et c'est d'ailleurs dans mon nom, Edouard, ça commence par ED, Education. C'est qu'en fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'aider les gens via l'éducation et je leur redonne le pouvoir. Et en fait, ce sujet de business en ligne, en fait, je l'ai connecté à ça après. Et maintenant, si tu me refais l'exercice aujourd'hui, mes objectifs aujourd'hui sont très différents, mais je les aurais pas si j'avais pas démarré par ces premières étapes-là. Okay. Donc, un bouquin vraiment hyper inspirant, incontournable, qui était lu. C'est pas The Alchemist. Je le connaissais pas celui-là. Autant les autres étaient un peu plus, mainstream, et celui-là. Celui-ci a été beaucoup plus vendu. Hein. C'est sur 40 millions de livres. Mais en fait, c'est pas dans le monde. Tu vas pas le voir dans les étagères monde industriel. Hein. C'est un peu plus, on va dire. Je sais pas si c'est spirituel, mais plus sur. Ouais, je vous conseille vraiment. Puis il est facile à lire, il est cool. Sur cette thématique-là, peut-être moi ce qui m'a permis moi de me débloquer, parce que je me reconnais dans ce que vous dites, mais une phrase moi qui m'a permis de notamment de commencer à créer du contenu sur LinkedIn, ça a été qu'est-ce que tu risques à te planter? Et en fait, on s'aperçoit souvent que d'essayer quelque chose, le risque à se planter, en fait, est très faible. Enfin, j'ai commencé à créer du contenu, je me suis dit,
au mieux ça marche et ça va m'ouvrir des portes. Au pire, ça marche pas et j'aurais appris plein de choses sur la supply chain. Et je trouve que c'est pour des personnes, qui douteraient de se lancer dans un projet, mais que ça soit entrepreneurial, mais pas que. Je trouve que de se poser cette question, souvent la réponse elle est simple et on n'a pas de risque, ou très peu. Toute proportion gardée, si tu as des invests énormes à faire, évidemment, mais bien sûr, mais globalement t'as pas de risque. Ouais. Parce que moi, depuis et peut-être que Hugo, je pense que c'est la même chose, mais depuis qu'on a créé du contenu, je crois que je me suis amusé à lister. J'ai 25 personnes qui sont venues me voir en disant, je rêve de créer du contenu. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé? J'en ai eu 2 la semaine dernière en appel d'1 heure. Où ils contactent et ils te demandent comment tu fais, pourquoi, etc. C'est quoi la caméra que tu utilises ou ouais. Non, mais derrière, excuse-moi, je vous go, mais j'ai des centaines et milliers de personnes et beaucoup d'amis aussi qui m'ont posé la question et moi je entre guillemets je me pissais dessus. Première vidéo, j'étais terrifié. Moi je suis pas du tout dans les réseaux sociaux, j'aime pas trop mettre en avant, j'ai plein de peur derrière, mais j'avais comme si je pouvais plus la contrôler à un moment, il fallait que je le fasse. Et c'est peur derrière, mais il y a tous ces gens-là qui vous posent des questions derrière. Il y a plein d'excuses. Ah, j'ai pas le bon ordinateur, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, les machins. C'est plein d'excuses pour pas y aller. Et pour moi, le principal sujet, c'est quoi les regrets que tu veux pas avoir en fait. C'est quoi les regrets. Et moi, tu vois, l'Australie, c'était un rêve vraiment d'enfant. Et je suis tellement content de l'avoir vécu, même si ça a pas très bien fini. J'ai fini par un burn-out. Une séparation aussi. En fait, je me rendais compte que j'étais trop loin de ma famille, de mes amis, etc. Mais en fait, à la fin, je l'ai vécu. Et là, j'ai plus ce côté. En fait, j'aurais rêvé d'avoir le passeport, j'ai pas pu l'avoir parce que ils ont changé les règles. Mais je l'ai vécu dans ma vie. Et l'Australie, maintenant, peut-être que j'y retournerai une fois en vacances. C'est loin, et puis l'avion, c'est quand même violent. Mais je l'ai vécu. Tu vois, c'est un truc. Maintenant, j'ai d'autres rêves. Tu fantasmes plus dessus, quoi. T'as plus ce fantasme de te dire, faut que j'aimerais y aller. Pas de regret, en tout cas. Ouais, pas de regret. Zéro. Non, puis j'ai quand même des moments, puis ça sera toujours des mémoires. Tu vois, à la fin de ma vie, je me rappellerai de ces sunsets, tous ces moments où j'étais nager avec 400 personnes le matin avant d'aller bosser. Et puis voilà, c'est des super souvenirs. Et oui, j'ai fait 1 an, j'ai dépensé de l'argent pour pouvoir faire ce voyage. Non, mais j'ai dépensé de l'argent à un moment, mais c'était un choix. Mais voilà, je pense qu'on a qu'une vie et faut essayer de la vivre à fond pour se sentir vivant plutôt que En France, je trouve qu'on a très tout ce côté risque. Faut pas prendre de risques. On voit plus, d'ailleurs, même dans la formation, moi je le vois, c'est beaucoup plus facile pour moi de vendre des formations aux Américains qu'aux Français. Parce que les Français, on est terrifiés du coût et du risque. Alors que les Américains voient beaucoup plus l'opportunité. Quelle est l'opportunité que je peux avoir ? Juste en récupérant 5% de ce que tu m'as dit, Edouard, et je parle pas que pour moi, on est dans une logique plutôt européenne de c'est quoi le risque d'abord. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est très vrai. C'est très très vrai, et tu le remarques. Moi, c'est pareil. Avant de me lancer, c'est toutes ces questions-là, le risque. Est-ce que qui je suis, syndrome de l'imposteur un petit peu, tu vois. Je suis personne et être confronté, parce que moi, au début, j'ai été confronté à des gens, mais vraiment, qui viennent en commentaire, en message privé, t'insulter. Hein. Mais c'est la réalité aussi. Au début, j'en ai eu quelques-uns, ouais. Des remarques, mais des trucs de fou. Hein. Le dernier en date, il date d'il y a 1 mois et demi, je pense, ou 2 mois, et des mecs en plus qui sont connus. Mais parce que. Ouais, donc parce que pourquoi ils t'ont dit que tu les copiais ? Non, c'est pas ça. C'est en fait, c'est des gens qui sont experts dans leur domaine. Et mon contenu n'est pas adressé à eux. Je suis pas expert. Moi, je suis vulgarisateur. Okay. Et je me suis jamais considéré comme expert. Tu vois, c'est pas du tout mon étiquette. Et en fait, ils te disent oui, mais t'as pas parlé de ça, tu fais pas ci. Je dis mais t'es pas ma cible, c'est pas mon but. Ça s'adresse pas à toi. Mais ils le font. Tu vois, tu pourrais le faire de manière bienveillante. Et ça, et un échange clair, c'est toujours fait. Je trouve les mecs qui sont pointus, le font de manière. Oui, mais la question derrière, c'est intéressant parce que moi j'en ai eu aussi. Alors j'en ai eu très peu, franchement. J'en ai pas eu énormément. Hein. J'en ai eu quelques-uns. Je trouve déjà trop, en fait. Ouais, mais tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'une personne peut vraiment. Tu vois, tu vas aider. Vous aidez probablement aujourd'hui déjà des milliers de personnes et moi j'ai la chance d'avoir des millions de personnes qui voient mes contenus. Et tu vois, c'est ce premier commentaire que j'ai eu comme toi au début. Des fois, t'aides 99,9% des gens à vulgariser. Moi, c'est pareil, je suis un vulgarisateur, un simplificateur. Et oui, j'étais très loin, mais je vais jamais vous le partager parce que en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien.
Ce qu'il faut, c'est les basiques, les fondations. Et ça, déjà, même dans des boîtes très connues, même chez Amazon, j'ai fait un cours avec l'expert d'Amazon. Ça sert à rien d'aller aussi loin qu'Amazon. En fait, t'es pas Amazon. Ouais. Mais derrière ces petits commentaires-là, un commentaire peut vraiment casser le truc. Et là, par contre, c'est... En fait, la vraie question derrière, c'est pourquoi ces gens-là, ils t'envoient ce message. Pourquoi ils se font chier, entre guillemets, excusez-moi, ils se font chier à t'envoyer ce message-là. Non, mais franchement... Et derrière, il y a probablement, tu les déranges. Là, je le dis, pourquoi lui, il est un peu sur mon terrain de jeu et ce qu'il te voit comme une compétition. Alors que l'âge moi, aussi. voilà. Hein, oui, l'âge, c'est qui ce petit jeune là qui est Hugo, j'ai là, eu ça aussi. positif. Mais derrière, en fait, t'as 25 ans, retourne à l'école. J'ai dit, mais j'ai eu ça. T'avais 25-26 ans, retourne à l'école. J'ai dit, mais t'es qui? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais derrière, en fait, tu les déranges. Et en gros, moi, personnellement, je respecte tous les et vraiment, j'admire toute forme de création. Parce que le courage de t'exposer devant des gens, et encore, on n'est pas, nous, sur des sujets conflictuels, on parle pas de politique, hein. Mais franchement, la force, le courage que tu peux avoir de t'exposer. Et moi, m'exposer, c'était très dur. Peur du jugement, imposteur, je les ai comme toi. Et je les ai beaucoup moins aujourd'hui parce que, en fait, je donnais mon pouvoir aux autres, en fait. Je disais, je le fais que si les gens aiment. Non, je le fais parce qu'en fait, même moi, de le faire moi-même, ça me force à synthétiser, à m'améliorer moi-même. Et je vais, les gens qui prennent le temps de mettre des mauvais commentaires, à mon avis, c'est comment aller leur vie, tu vois. Si tu commences à attaquer les gens autour de toi, mais après, ça vient probablement une raison personnelle et on va pas rentrer dans de la thérapie aujourd'hui, mais moi, personnellement, j'ai jamais attaqué un créateur de contenu. Les seuls que j'ai attaqués, c'est ceux qui copiaient mon contenu. Donc là, clairement, il y a des règles du jeu, hein. Si tu copies ce que je fais mot pour mot et que tu envoies mes Excel, là, c'est pas cool, hein, franchement. Mais à part ça, et on le fait de manière cordiale et ensuite avec des avocats si besoin, mais bon, les 99,999% des gens nous envoient aussi des feedbacks incroyables. Oui, beaucoup. Message d'une fille du Madagascar qui a trouvé un boulot grâce à ta vidéo YouTube et ton Excel, franchement, ça fait kiffer. C'est cool, franchement. Mais ça, on en a plein. Ces anecdotes de gens qui critiquent, etc. C'est une minorité, tu le dis. Moi, toutes les semaines, des gens qui te disent merci, est-ce que je peux utiliser vos fiches pour mes cours? C'est super bien. Ouais. Et ça fait plaisir de voir que t'aides des gens dans leur parcours. Ça veut dire que il y a quelque chose, je pense, dans notre psychologie, qui est que tu as beau recevoir 100 compliments, il suffit d'un finalement retour un peu négatif et bizarrement tu vas te souvenir de ce retour négatif, alors que au final tu serais un restaurant sur Google, tu aurais comme note 4,99 sur 5 et ce serait un super restaurant et voilà. Mais il y a un autre sujet aussi, c'est que tu peux pas plaire à tout le monde. Et en fait, moi, j'ai du mal à l'accepter, c'est que moi, je suis pas un doctorat en recherche de mathématiques appliquées. Et donc, il y a un moment, oui, je dis pas tout le truc qu'il faut dire pour un doctorat de recherche. Moi, c'est des trucs simples et concrets que tu peux appliquer demain matin dans ton métier. C'est pas ta cible. C'est pas ma cible. Mais lui, à un moment, j'ai arrêté de me disperser sur ce truc-là. J'aurais beaucoup moins les commentaires négatifs. Après, ça me fait sourire. Maintenant, j'en ai même fait un petit wall. J'en ai pas beaucoup, franchement. J'ai fait un petit wall des trucs drôles que j'ai reçus. Et pour moi, derrière, c'est vraiment... Là, on vraiment... En fait, juste peut-être pour terminer ce podcast-là, je pense que quand tu te mets en avant, quand tu es entrepreneur, ou derrière, en fait, ça va toucher des sphères beaucoup plus personnelles. Et moi, je trouve que là où j'ai le plus progressé, c'est pas finalement sur la supply chain, parce que finalement, les compétences clés, tu les apprends assez vite. C'est plutôt sur l'interpersonnel. Et je me suis beaucoup plus formé derrière sur comment être plus aligné moi-même, être en une bonne énergie, ne pas être justement... subir ce genre d'événements. Et en gros, aujourd'hui, la plupart des coachings que je reçois, parce que je me forme beaucoup plus aujourd'hui, un peu à l'américaine, dès que j'ai une problématique dans ma vie, je trouve quelqu'un qui m'aide, un cours ou un coach. Maintenant, ça va être plus à titre personnel pour être le plus aligné possible et être dans mon terrain de jeu sans être... En fait, je pense que l'un des enjeux dans ma vie, c'est de ne pas être dirigé par mes peurs. Et de vraiment d'être dirigé un peu, entre guillemets, par mon cœur. C'est les trucs qui me font vibrer et de ne pas avoir peur, justement, de les faire. Et donc ça, c'est un autre sujet. On pourrait discuter longtemps. Mais on pourrait faire une très très longue émission et parler de plein de choses. Je pense une petite dernière ressource. Enfin, on parlait de livres. Moi, un créateur que j'aime bien là-dessus, c'est Gary Vee. Sûrement que vous connaissez. Je connais très bien. Il m'a beaucoup inspiré au début. Et moi, il m'a vachement aidé sur cette part de doute
que tout le monde rencontre dans tout nouveau projet, et de dire c'est ok, c'est normal que tu aies des doutes et que ça fait partie du jeu et que voilà, tout le monde en a, donc faut pas que ça t'arrête et fonce. Ouais, toujours. Gary Vee, pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, mais Gary Vee, moi, il m'avait beaucoup inspiré. Alors, il a un côté un peu trop à l'américaine, je me fais mal, tu vois. Hustle, je raisonne moins avec lui aujourd'hui, mais son côté just do it, en fait. Tu vois, l'américaine, moi, ce que j'ai appris des Américains, c'est just do it. Tu vois. Bon, désolé pour Decathlon, et Decathlon, ça toujours dans mon cœur, hein, mais mais c'est just do it. Et après, tu reverras. Et je pense que peut-être l'une des conclusions de ce podcast-là aujourd'hui, c'est, vous le savez, posez-vous peut-être. Moi, peut-être le dernier conseil que je peux vous donner à tous les auditeurs, dans ce monde de technologie, et je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout parce qu'il était assez long, c'est prévoyez-vous, je le dis souvent, prévoyez-vous 2-3 jours, seul, en nature, sans téléphone, juste avec de quoi noter. Peut-être la page 62 du livre La semaine de 4 heures. Et écrivez vraiment qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. En fait, c'est faire, avoir et être. D'un point de vue professionnel, dans le monde où vous êtes aujourd'hui, dans lequel on est, et personnel. Et posez-vous la question vraiment, 3-4 trucs, et c'est quoi la première étape que vous pouvez démarrer aujourd'hui ? Moi, je trouve que c'est assez puissant comme exercice. Du coup, un outil, le Ikigai, qui peut rejoindre ça, qui peut énormément aider dans cette réflexion-là. Et là, on pourrait repartir encore sur 1 heure sur le Ikigai, mais je trouve que c'est un bon exercice. Moi, c'est l'exercice que j'ai fait avant de démarrer, le Ikigai. Vraiment, avant de démarrer, je l'ai fait, je l'ai sur papier, je l'ai encore dans mon PC et tout ça. Qu'est-ce que tu veux et quels sont tes centres d'intérêt ? Comment tu peux faire tout coexister en un seul endroit pour être le plus efficient et le performant possible ? Ikigai aussi, donc, qui est intéressant. Je trouve que le problème de Ikigai, c'est un moment comme tu veux tout mettre dedans, à un moment c'est compliqué de démarrer. Moi, ce que j'aime à la semaine de 4 heures, c'est beaucoup plus terre à terre. C'est vas-y, t'as un truc et soyez pas attachés à la destination, mais juste au premier petit pas. Et donc, faites-vous ces 2-3 jours en digital detox et posez-vous vraiment cette question-là. Et derrière, si vous êtes focus sur ce que vous voulez vraiment, au pire, vous allez apprendre plein de trucs. Au mieux, vous allez faire ce que vous voulez. Et puis voilà, on en reparlera dans un prochain podcast peut-être. On n'a pas beaucoup parlé de l'Australie. Je voulais parler de l'Australie. Bon, on aura le temps d'en parler, je pense, dans d'autres émissions. Sinon, je pense qu'on pourrait faire une émission de 3 heures. Ouais, je pense. Mais apparemment, on va la faire un peu courte pour la prochaine. Merci beaucoup, Edouard. À mon avis, c'était un premier épisode, parce que je pense que t'as encore plein de choses à nous dire, et je trouve que c'est passionnant tout ce que tu dis, et ça résonne vachement avec les questions qu'on a eues, qu'on a toujours. Et donc, merci beaucoup d'avoir été présent sur ce premier épisode de la Sphère Indus. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous les deux. Et si vous êtes curieux sur mon parcours, la semaine à 4 heures. Je vais le chercher. Voilà, la semaine à 4 heures. Et si vous êtes curieux sur mon parcours, j'ai aussi une vidéo YouTube qui explique mon parcours sur ma chaîne YouTube. Et sur la partie des compétences clés, on en a parlé. J'ai un bilan de compétences gratuit que vous pouvez faire. Et où en fait, je vous dirai si vous êtes bon ou pas, notamment sur Excel, quel est votre score. Et vous pourrez voir, je sais pas si tu pourras mettre les liens à la vidéo. Je ferai peut-être une vidéo dessus. Mais à la fin, voilà. Suivez un peu votre cœur et puis n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Super, merci beaucoup. Merci à vous, à tous les deux, et à bientôt. Ciao. À bientôt.